Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 8e numéro de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien torréfié en français au-delà des Alpes. Je suis Cédric Canalet depuis Milan et je suis accompagné comme chaque semaine par ma collègue dans ce projet, Valentina Clemente, qui est à Pérouse. Bonjour Valentina. Bonjour Cédric et bienvenue à tous. Un numéro spécial, celui-ci de Calcio Espresso, puisqu'on va recevoir un joueur professionnel qui est actuellement en Italie, à Reggio Calabria. Il s'agit de Riccardo Fati. Bonjour Riccardo. Bonjour Valentina, bonjour Cédric, bonjour à tous. Bonjour Ricardo et merci d'être avec nous. Je le rappelle, plus de 300 matchs professionnels en club à travers 6 pays. Vous êtes peut-être à votre 15e saison de carrière, international sénégalais également. Alors 2 saisons à la Roma, on y reviendra, mais aussi en Belgique, en Grèce, en Turquie, 6 mois en Allemagne et puis la France bien sûr, Strasbourg, votre club formateur, Nantes. Un prêt, et puis 2 saisons à Ajaccio en Ligue 1, de 2012 à 2014. Votre dernier passage en France, on est très heureux de vous accueillir, Ricardo. Plaisir. C'est vrai, c'était un énoncé assez long. J'ai fait pas mal de clubs, pas mal de pays, mais je vous remercie aussi pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Et justement, Ricardo, pour commencer, après 5 saisons en Turquie, à travers 2 clubs, vous avez décidé de revenir en Italie cet été à la Regina. Vous avez signé un contrat jusqu'en 2023. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? En fait, après 5 saisons en Turquie, j'avais un peu la pression d'avoir fait le tour là-bas. D'autant plus que voilà, la situation économique et sportive n'était pas au top en Turquie. J'avais fait le tour là-bas, j'ai fait une centaine de matchs. Puis quand j'ai appris que la Regina voilà, me cherchait, me désirait, en fait, j'ai pas hésité, quoi, parce que c'est vraiment un challenge qui m'a plu. Intéressant qui s'offre à moi à 34 ans. Pourquoi pas essayer de viser la Serie A pour finir. J'avais aussi envie de retrouver aussi des associations que j'avais connues au début de ma carrière avec la Roma en Italie. Et bien sûr, c'est un pays que j'aime beaucoup. Le mode de vie aussi et la méthode de travail aussi me plaisent beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté de revenir ici. Vous connaissez déjà un peu les pays. Là, maintenant, Reggio Calabria, c'est peut-être aussi un autre changement parce que entre Rome et le sud, quand même, ça change un petit peu. Comment ça se passait l'intégration et comment allez-vous, vous qui après 2 matchs des championnats et de Coppa Italia, vous étiez blessé? C'est vrai que différent de Rome, qui est une grande ville, une capitale, et ici c'est plus petit, c'est plus chaleureux. En fait, ça me fait plus penser à la Corse, à Ajaccio, un environnement où j'ai vécu pendant 2 ans. Sincèrement, je me suis bien trouvé ici. Bien évidemment, j'ai été bien accueilli, les gens sont très chaleureux. Tout simplement, je me suis intégré naturellement. En plus, comme je parle déjà la langue, que je connais un peu aussi la culture italienne, pas trop la culture calabraise, mais je commence à connaître et j'ai aussi Jérémy Ménez qui est avec moi ici, que ça m'a aussi aidé. Malheureusement, je me suis blessé en Coppa Italia contre Bologne. J'espère revenir très prochainement sur les terrains, mais en tout cas, hormis la blessure, tout se passe bien. Quel niveau en série B, si vous deviez peut-être comparer avec les précédentes expériences que vous avez vécues, que ce soit en France ou à l'étranger, comme la Turquie ou autre? Franchement, peut-être vous surprendre, mais pour moi, la Série B ressemble beaucoup à la Super League turque. C'est-à-dire que c'est un championnat qui est assez homogène. Tout le monde peut battre tout le monde, en fait. Enfin, c'est l'impression que j'ai, hein. Après, je connais pas vraiment encore le championnat de Série B. J'ai un peu suivi l'an passé. Je peux aussi constater que entre les places de play-off et les places de play-out pour la série C, très serré entre les équipes. Même là, les premiers matchs que j'ai vus, que même les équipes entre guillemets un peu plus faibles ou moins renommées, c'est capable de battre, pareil entre guillemets, les grosses équipes. Je pense qu'il y a des gros morceaux comme la Spal, comme Brescia, Empoli. Donc ça reste un championnat homogène, un peu comme la Turquie. Même s'il y a des gros clubs comme Beşiktaş, Galatasaray. Mais au-delà de ça, ça reste un championnat assez homogène. D'ailleurs, on a vu l'année dernière la sortie de scène de Perugia, justement. C'est la ville où j'habite, qui est descendue en 3e division. Et c'était quelque chose qui a fait quand même parler parce qu'ils étaient partis pour aller en Serie A et finalement, ils sont finis en Serie C. J'ai un peu suivi ça parce qu'en plus, j'ai un bon ami à moi qui joue là-bas, c'est Alejandro Rossi, qui est maintenant le capitaine, qui était avec moi à la Roma. Donc, c'est vrai que c'était assez surprenant de les voir tomber. Comme c'était surprenant aussi de voir, à contrario, Cosenza se sauver. Cosenza qui avait très mal commencé, qui était quasiment relégué, mais à la fin, ils ont fait une très bonne remontée. Ils ont réussi à se maintenir en Série B. Donc, rien n'est joué jusqu'à la fin. Tout est encore possible en Série B. C'est ce qui me plaît aussi. La Regina, c'est un club historique du calcio. Moi, quand j'étais petite, voilà, avec les figurines Panini,
je me souviens de cette équipe aussi en première division. C'était une autre époque, mais quand même, ça reste dans l'histoire qui a connu plusieurs descentes vers l'enfer, si on peut dire. Les clubs, il va retrouver avec cette saison en Série B des ambitions, qui sont les projets, comment ils se sentent. C'est vrai que la Regina a eu un gros passage à vide dans les années 2010. Ils sont bien revenus. Le club a été repris par Signore Gallo, qui est aussi un Romain et qui a des grandes ambitions pour le club. Donc c'est aussi ça qui m'a donné envie de venir parce que moi je connaissais aussi la Regina à l'époque. Quand j'ai évolué à la Roma, ils étaient en Serie A. J'avais notamment fait des matchs contre eux. Donc ça reste un club historique avec des bons joueurs qui sont passés ici. J'avais envie de faire partie un peu de l'histoire du club en essayant de les faire remonter, pourquoi pas en Serie A, et en les aider à être protagonistes en Série B. Donc c'est ce qui m'a donné envie de venir ici et nulle part ailleurs en fait, parce que c'est un club qui me parle en fait. Vous parliez de les avoir affrontés lorsque vous étiez à la Roma. Pour revenir un petit peu sur votre carrière, il y a notamment ces 2 saisons à la Roma. Est-ce que c'est les moments les plus forts de votre carrière et peut-être surtout cette première saison en 2006, lorsqu'à 20 ans, vous arrivez sous Spalletti avec Totti, De Rossi et aussi par exemple Mexès comme joueur français à l'époque. La découverte de la Ligue des Champions, la victoire en Coppa Italia, tout ça devait être assez fort, non? Bien sûr, ça reste les moments les plus forts de ma carrière, hein. D'autant plus que cette année-là, c'est le seul trophée que j'ai gagné de ma carrière, la Coppa Italia, jusqu'à présent. Donc, bien sûr, découvrir le très haut niveau, la Champions League. En plus, la Roma, c'était un club que je supportais quand j'étais petit. J'ai toujours été un fan de Serie A quand j'étais plus jeune. Fan de Totti aussi, qui plus est. Donc, ça a vraiment été un honneur pour moi d'endosser ce maillot et d'être l'espace 2 saisons coéquipier d'un joueur comme Totti. Et alors, il est comment Francesco Totti quand on a 20 ans et qu'on arrive dans le vestiaire de la Roma? Est-ce qu'il vous regarde? Est-ce qu'il vous conseille un petit peu ou pas du tout? Non, c'est vrai que bon, pour mes abords, il est très intimidant parce que d'autant plus que moi, je suis arrivé en 2006, il était fraîchement Champion du monde. champion du monde. Donc, c'est vrai que c'était assez intimidant. Justement, Totti, je pense que tout le monde le connaît, tout le monde connaît sa personnalité. C'est quelqu'un de très ouvert, de très tranquille, qui aime bien plaisanter, qui aime bien blaguer avec tout le monde. Donc voilà, au départ, j'étais un fan. Après, j'étais devenu un coéquipier, normal, un peu comme tout le monde. Donc, c'est ça qui m'a frappé avec Totti, c'est quelqu'un de très nature, de très simple pour un joueur de son aura. Ça m'a vraiment surpris et ça m'a renforcé sur le fait que voilà, c'est un champion, quoi. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Et vous avez justement connu Totti sous Spalletti. Est-ce que vous avez été surpris du coup de la fin de carrière de Francesco Totti avec Luciano Spalletti sur le banc ou ça s'est mal passé? Surpris, on va dire oui et non, parce que connaissant Spalletti, on sait que c'est quelqu'un d'assez pragmatique, quelqu'un qui ne transige pas, même si on savait que Totti est un grand joueur, est une légende. Il est arrivé à un âge où il ne pouvait pas jouer tous les matchs, il n'était pas aussi performant qu'avant, bien sûr, il est arrivé à un âge où c'était plus compliqué pour lui, même s'il était encore bon. Et Spalletti devait faire des choix, c'est vrai que il y a aussi les dirigeants, la direction, tout ça, c'est toute une histoire. Donc voilà, à un moment donné, il fallait que quelqu'un le fasse. Et malheureusement, c'est tombé sur Spalletti, donc il n'a pas trop transigé. Après, c'est vrai qu'on aurait pu comme adoucir sa sortie, on aurait pu faire en sorte que tout se passe pour le mieux, mais c'est aussi les côtés un peu négatifs du football moderne, on va dire. Même un joueur comme Totti, voilà, quand on lui dit, bon bah, il faut partir, quoi. C'est un peu dommage, c'est vrai que sa sortie était à moitié ratée, on va dire, entre guillemets. Mais voilà, ça n'enlève rien sur l'immense joueur qu'il était. Et puis ça enlève rien aussi sur les grandes qualités de coach de Spalletti aussi. Malheureusement, il fallait passer par là. On est dans une période de trêve internationale, donc je me permets de vous demander aussi quelques questions sur le Sénégal, vu que vous avez joué avec la sélection. Il y a des matchs, des qualifications pour la CAN. Quel est votre regard sur ces 2 matchs en train de jouer? Et c'est qui les joueurs références de cette sélection pour vous? Bon, le Sénégal, depuis quelques années, elle s'est imposée comme une des meilleures équipes en Afrique. Je suis très fier de leur parcours en Coupe du Monde, même si je pense qu'ils auraient quand même pu mieux faire en 2018 en Russie. Malheureusement, ils ont raté la CAN en 2019 contre l'Algérie, mais c'est une grosse équipe. Donc voilà, moi je suis content pour le Sénégal, ils sont en train d'accomplir des grandes choses. J'espère qu'ils pourront enfin rapporter un trophée au pays, la CAN en 2022. Après, au niveau des joueurs, on connaît tous l'importance d'un joueur comme Sadio Mané, qui est très bon. Mais moi, je suis surtout content parce qu'il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver. Des joueurs comme Diatta qui joue à FC Bruges. Il y a des très bons gardiens aussi. C'est important de le souligner. En Afrique, c'est assez rare. On a 2 très bons gardiens. Un qui est à Chelsea et un qui est à Rennes. Les phases de groupe de la CAN, c'est assez facile pour les équipes comme le Sénégal. Là, ils vont jouer contre le Guinée-Bissau, mais je pense que là, c'est bon. Ils sont quasiment qualifiés pour la CAN. Mais
les choses sérieuses vont commencer du coup pas en 2021 à cause du Covid, mais ça a été décalé en 2022. J'espère que d'ici là, on aura encore progressé et on pourra enfin soulever un trophée qu'on attend depuis très longtemps. Justement, vous soulignez avant l'effet que la sélection a changé par rapport peut-être au moment où vous avez passé votre match en sélection. Qu'est-ce qui a changé? Quel est votre souvenir par rapport à votre expérience? Moi, je pense que là, depuis, ça a beaucoup changé en termes d'organisation. Quoique, j'ai toujours encore Des des échos? échos pas très positifs toujours de la sélection, malgré tout ce qu'ils ont eu de bénéfique au niveau du pays. Il n'y a pas trop d'amélioration qui a été fait sur ce côté-là, malheureusement. Et c'est ainsi un peu pour ça que j'ai eu des petits problèmes avec la sélection, les délégations, parce que dans les fédérations africaines et surtout au Sénégal, c'était pas toujours organisé, quoi. En général, il n'y a pas de point précis, mais c'est vrai que malheureusement, on a beaucoup de retard. Bon, c'est aussi normal, mais avoir un écart aussi abyssal entre les sélections européennes et africaines, je parle de l'intérieur, je ne parle pas du niveau technique ou tactique, mais pas vraiment au niveau Les autour potentiels, il est clair parce qu'on voit plein de joueurs sénégalais qui, en Italie, et surtout, on parle de Koulibaly qui est à Naples, en Angleterre, comme vous disiez, Mané. Il y a un beau groupe. Voilà, je pense que là, c'est en train d'évoluer. Bah, j'espère, mais ça va pas encore assez vite. Justement, qu'on a des joueurs comme Koulibaly, comme Mané, qui jouent dans des très grands clubs, dans des très grosses sociétés. Je pense que aussi que les sélections nationales en Afrique devraient aussi progresser. Malheureusement, ça va pas assez vite. Le Sénégal, j'espère que ça va le faire pour qu'on puisse au moins rapporter des trophées et puis ramener plus de valeur au pays, à l'image du pays aussi, à l'image du football sénégalais. Moi, c'est tout ce que j'espère en fait. Malheureusement, à l'époque où j'évoluais, c'était pas trop le cas. C'est pour ça que j'ai pas fait le long feu avec l'équipe du Sénégal. Mais officiellement, je suis pas à la retraite, donc je suis toujours disponible. On On va croise voir. les doigts pour vous revoir sous les maillots du Sénégal, alors. Merci. Dans votre carrière, vous avez joué dans 6 pays, on le disait au début, et notamment donc, la Belgique, la Grèce ou encore la Turquie, qui sont des championnats qu'on peut considérer peut-être parfois un peu moins en vue donc, par rapport au top 5 européen, mais aux fortes ambiances. Est-ce que c'est aussi que vous cherchiez cette ferveur en découvrant d'autres pays, d'autres championnats? C'est clair que faisant le choix de quitter la Roma pour signer en Grèce à l'Ajax Salonique, c'est vrai que j'ai aussi fait un choix d'un côté de découverte. Quand je quittais la Roma, j'avais aussi la possibilité de rester en Italie, d'être prêté éventuellement en série B ou au parti de France. Et le fait que l'Ajax Salonique m'appelle, j'ai appris à connaître le club, je me suis documenté sur le club. Il y avait aussi l'Europa League, c'était pas négligeable. À l'époque, le coach était aussi Hector Cooper, ancien coach de l'Inter. Donc ça m'a aussi donné envie de partir là-bas. Mais j'avais aussi cette envie de découvrir autre chose, de découvrir des cultures. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que ma carrière s'est plus orientée sur ce côté-là. Par exemple, j'avais envie de partir au Standard de Liège parce que j'avais envie de découvrir aussi le championnat belge, j'avais aussi envie de découvrir la ferveur du peuple de Liège parce que je savais que c'était vraiment quelque chose de fort là-bas, la relation avec les supporters. Il y avait aussi l'Europa League, c'était pas non plus pas négligeable. Et puis la Turquie, pareil, le fait que je sois parti à Bursaspor, c'est aussi pour ça. Et le fait aussi que je signe à Ankara après Bursaspor, c'était aussi ce facteur-là parce que je savais que c'était deux clubs frères en Turquie, c'était deux clubs très historiques en Turquie. Voilà, c'est des choix de carrière que j'ai fait. Il y en a certains, voire beaucoup, qui disent que c'est des choix, on va dire, entre guillemets, mercenaires, hein, des choix financiers, mais pas du tout. J'aurais pu faire d'autres choix et gagner plus d'argent, mais c'était vraiment des choix aussi de passion, de football. J'avais envie de découvrir certains footballs. Et même le fait de revenir aussi à la Regina, c'était aussi un choix, vraiment un choix footballistique. J'avais envie d'un nouveau challenge, de stimulation. Et je sais qu'ici, que les gens sont vraiment fous de foot aussi. C'est le genre d'endroit qui me plaise. Donc, là, j'ai vraiment privilégié un aspect sportif. J'aurais pu rester en Turquie ou partir dans d'autres destinations, peut-être avec plus d'argent. Mais j'ai vraiment envie de découvrir quelque chose ici et pourquoi pas retrouver la Serie A avec le club. Je profite de votre veste PG pour changer un petit peu de sujet, si vous me permettez, vu que ces derniers jours, Leonardo, le directeur sportif du PSG, a dit que la vraie référence du football en France, c'est Marseille, comme ville, passion. Une déclaration qui ne fait pas du tout l'unanimité et que beaucoup de personnes ont pris comme une provocation. Quel est votre avis? En fait, sur ce propos-là, Leonardo, il a raison. Il n'a pas tort, en fait. C'est un fait, en fait. Il a raison, mais en fait, le fait que ce soit le directeur sportif du PSG qui le dise, c'est ça un peu qui fait un peu grincer les dents.
pense qu'il devrait avoir une certaine distance par rapport à ça. En soi, concrètement, il a pas tort parce que c'est vrai que Marseille a toujours été la ville du football en France depuis pas mal d'années. C'est une ville qui a su gagner des titres dans les années 30, dans les années 40, les années 50, les années 60, 70, 80 jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment une vraie ferveur qui règne à Marseille. Paris est une ville qui aime le sport, certes, mais qui n'est pas une vraie ville de football, en fait, historiquement, en fait. Après, c'est vrai qu'en Ile-de-France, il y a des gros talents comme Mbappé, à l'époque Thierry Henry, tout ça. Il y a beaucoup de talents qui sortent de l'Île-de-France, mais dire que Paris est une ville de football, c'est vrai, c'est pas le cas. Sinon, Mais c'est on plutôt aurait des eu. projets différents et peut-être aussi les supporters, ils n'ont pas été vraiment aidés à travers les années, dans le sens où ils ont eu pas mal de blocages, toutes les situations des ultras qu'ils ont vécues les dernières années, ils n'ont pas aidé Exactement. à créer une vraie Attention, ambiance football. attention, après, il y a une nuance. À Paris, on aime beaucoup le football. Les supporters, il y a des gros ultras à Paris, au PSG. Historiquement, il y a toujours eu des gros supporters. À Paris, on aime le foot. Mais c'est vrai qu'en France, la ville de foot, même au-delà de Marseille, je dirais même Saint-Etienne. Saint-Etienne aussi a toujours aimé le football. Il y a beaucoup de villes historiquement qui respirent plus le football qu'à Paris. À Lens, on vibre le football. À Paris, c'est différent, parce qu'à Paris, c'est vrai que c'est la capitale, il y a d'autres activités. Mais quand on compare Paris avec Madrid ou avec Milan ou avec Avec Rome, enfin Rome, avec, ouais, que vous avez connu. avec Vous avez Rome, connu Rome, qui a deux clubs, comme beaucoup de capitales d'ailleurs. Paris, on le voit, n'arrive pas à avoir deux clubs. Est-ce que vous pouvez peut-être justement nous comparer Rome et Paris au niveau de l'ambiance football? c'est ça en fait, c'est pas comparable justement parce que on peut être à Paris et pas sentir le football justement. Mais à Rome, tu ne peux pas ne pas sentir le football. C'est impossible. Même si tu n'aimes pas le football, tu sens que c'est une ville de foot parce que tu vois les restaurants soit en rouge, en giallo rosso, soit en celeste, en bleu ciel. Mais à Paris, tu peux marcher toute la journée dans Paris et ne pas sentir vraiment une saveur de football en fait. C'est seulement ça en fait. Après, il y a une nuance entre aimer le football et vivre de football en fait. C'est aussi ça que aussi peut-être que Leonardo n'a pas su expliquer, qui est là depuis quand même pas mal de temps et qui connaît aussi l'histoire du PSG, qui en plus qui a joué au PSG, ça fait mal d'entendre ça. Même moi en tant que fan du PSG, ça fait mal de l'entendre. C'est une réalité peut-être, mais ça fait mal de l'entendre de la bouche de Leonardo quoi. C'est vraiment ça, c'est la nuance de comprendre les significats Ouais. des mots de Leonardo. Parce que c'est facile de passer pour la provoque ou du manque du respect. Malheureusement, ce n'est pas du manque du respect, mais si on Non, c'est lit pas vraiment du l'histoire respect. Après, du attention, PSG, après, on ne sait pas ce que Leonardo a voulu dire aussi en voulant dire ça. Peut-être qu'il y avait un message derrière. On ne sait pas. Franchement, c'est vraiment Et compliqué. qu'il est En ce très moment, politique. au PSG, maintenant, malheureusement, là, depuis le début de saison, surtout, il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses qu'on ne sait pas trop, quoi. Quand on voit, on a un super joueur qui est milieu de terrain, Danilo, qui joue en défense, Marquinhos, qui est un des meilleurs défenseurs du monde, qui joue au milieu. Pourquoi il fait ça? Il se passe des choses que, voilà, nous, derrière, on ne sait pas trop, quoi. Voilà. et comment vous voyez la croissance du PSG qui a continué quand même à grandir parce que c'est un club qui a son histoire, mais qui dans les dernières années a pris quand même en ampleur. Peut-être il a grandi aussi trop vite par rapport au reste de son Je histoire. pense que le PSG a voulu grandir trop vite. Que ce soit le PSG ou même n'importe quelle équipe amateur jusqu'au haut niveau, la vérité, ça reste le terrain, en fait. Quand tu n'arrives pas à créer quelque chose sur le terrain et à te créer une histoire sur le terrain, surtout, même quand on voit Manchester City, c'est le même cas de figure. D'accord, ça gagne au niveau local, ça gagne des titres, mais pour exploser vraiment dans le monde entier ou te faire des grands souvenirs sur le terrain, ça ne marche pas comme ça marche avec des exploits, mais ça marche avec l'âme, pas avec seulement les moyens financiers. Après, Paris a aussi une petite histoire avant les Qataris, donc c'est aussi pour ça qu'on aime le PSG. C'est pas comme le Real Madrid ou Barcelone ou même le Bayern Munich. Même si Bayern Munich, ils ont beaucoup d'argent comme le PSG ou comme City, ils ont réussi à créer quelque chose de solide en fait. L'institution est plus forte que les joueurs, est plus forte que les entraîneurs, est plus forte que les problèmes. C'est ça ce qui manque en fait au PSG encore. Même s'ils sont très bons, ils ont au niveau de la qualité technique, ils sont très très bons, tout ça, sur le terrain. Il manque, on va dire, une âme en plus pour pouvoir dépasser les équipes comme le Real Madrid, comme le Bayern, même comme le Milan, pour moi, enfin, dans la tête des gens aussi. Un petit retour en Italie, la Serie A, vous suivez sans doute également avec attention. Qu'est-ce que vous pensez du niveau actuel de la Serie A et est-ce que vous avez je sais pas, un favori pour le titre? Est-ce que vous pensez que l'hégémonie de la Juve est en danger? J'ai comme l'impression que là, c'est en train de changer. Je pense que c'est vrai que c'est assez embêtant que la Juve écrase le championnat depuis tant d'années. Après, c'est vrai que les autres clubs avaient du mal aussi à s'en forcer. Mais là, j'ai vraiment l'impression que la Serie A est en train de monter en puissance. Ils arrivent
à faire, on va dire, l'alliance entre des jeunes joueurs. Ils arrivent à utiliser des jeunes joueurs et à prendre aussi des joueurs d'expérience, à faire jouer de plus en plus de joueurs italiens aussi. Je pense que c'est important aussi de faire jouer des joueurs locaux aussi. Mhm. L'Inter commence à bien le faire. Il y a aussi le Milan qui commence à le faire aussi. Donc, je pense que c'est une très bonne chose et ça permet aussi de concurrencer la Juve. Parce que la Juve, leur système, on va dire, leur système de recrutement, il commence aussi à être, pas obsolète, mais il commence à être assez usé. Prendre des joueurs à paramètre zéro, tout ça. Oui, Je comme pense que ça Ramsey, fait par son temps. exemple, qui... Voilà, Mm. ça s'avère que c'est des erreurs de casting en fait. Même comme Rabiot, Mm. même si Rabiot c'est un super joueur, je pense pas que ça marchera à tous les coups. Et donc voilà, le fait qu'une équipe comme le Milan ou l'Inter arrive à se renouveler avec des jeunes joueurs, arrive à faire quelques coups sur le mercato, je pense que voilà, c'est la marche à suivre. Ça va permettre aussi d'avoir un championnat plus ouvert et donc plus spectaculaire. Et cette saison, c'est ce qu'on voit, quoi. C'est un championnat qui est vraiment à un très bon niveau. Pour moi, en ce moment, c'est le meilleur championnat européen, quoi. Au niveau du spectacle, au niveau des buts, au niveau du jeu. Sassuolo qui fait un jeu magnifique. Atalanta qui est toujours là. Et puis, bon, malheureusement, la Roma, ils ont encore un peu de mal, mais ils s'accrochent toujours. Il y a Lazio, il y a les Milan. Ça reste un championnat qui est très attractif. Justement, la Roma, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du club et est-ce que vous êtes toujours supporter giallorosso? Ouais, moi, toujours. J'arrive toujours à suivre les matchs avec grand plaisir, même si c'est vrai que on sent pas une très grosse évolution au niveau du club, malheureusement, hein. Que ce soit avec les Américains, maintenant, il y a un nouveau propriétaire qui est arrivé. On ne sait pas trop encore la direction qu'il veut suivre. Bon, les recrutements, pour moi, hein, c'est pas ça. Il manque quelque chose en plus pour concurrencer les grands. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes moyens que les gros clubs comme la Juve ou l'Inter. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'idées en fait à la Roma en fait en ce moment. Et du coup, bah, ça donne voilà, une équipe irrégulière qui a du mal à se qualifier pour la Champions League, en Europa League qui fait un peu qui fait fatigue, comme on dit en italien, il fait fatigue. Voilà, c'est ça un peu qui m'embête un peu avec la Roma en ce moment. Même si je suis toujours fan, hein, mais j'ai envie de voir plus d'idées, plus de risques, plus de choix, plus de jeunes aussi. Enfin, c'est un peu tout ça que j'ai envie de voir à la Roma. Mais on va conclure ces moments ensemble en parlant de votre projet, que c'est quelque chose qui nous intéresse aussi beaucoup parce que c'est pour le futur. Votre association qui vient de naître, Génération 86, pouvez nous expliquer l'idée de ces projets? Oui, alors Génération 86, en fait, c'est une association qu'on a montée avec mes amis de ma promotion de Clairefontaine. J'étais à l'école de foot à l'INF Clairefontaine. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'école Mhm. nationale de foot donc proche de Paris. Et Clairefontaine, l'endroit où se regroupe l'équipe de France de football. Avec les joueurs de ma génération, en fait, on est toujours restés proches, on est toujours restés potes jusqu'à présent. Ça fait donc 20 ans qu'on est vraiment très liés. Degré de discussion, tout ça, on s'est rendu compte qu'on pouvait toujours rendre service aux gens autour de nous, qu'on soit à l'étranger ou sur Paris, tout ça. D'autant plus qu'il y en a qui ont pas réussi à percer pro, mais malgré ça, ils sont toujours sollicités par les différents clubs en région parisienne. On a décidé de créer une association pour venir en aide à des clubs amateurs, à des jeunes joueurs, pour les conseiller, pour les aider, pour leur donner un peu d'équipement. Passer du temps avec les jeunes, aussi surtout pour les conseiller, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le temps, que devenir pro, déjà d'une, c'est pas facile. On veut leur donner les bons outils, en fait, pour progresser dans leur vie, qu'ils veulent devenir professionnels ou pas, ou même dans la vie de tous les jours, parce que dans la génération 86, il n'y a pas que des professionnels, justement. On avait envie de partager un peu nos différents vécus aux jeunes de France. Au début, c'est plus sur la région parisienne, mais après, on va essayer de se développer. On veut essayer aussi de faire des camps, des stages aussi, d'entraînement aussi, mais ça, ce sera pour plus tard. Mais on a vraiment envie de faire des choses intéressantes avec cette association. Des personnes qu'on connaît comme Atem Ben Arfa, comme Abou Dhabi, qui est aussi avec nous, puis quasiment tous les potes de ma promotion, même ceux qui n'ont pas percé en pro, donc c'est intéressant, quoi. La transmission, justement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être pour l'après-carrière. Vous avez signé jusqu'en 2023, donc ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais vous êtes pensé à la formation, à être auprès des jeunes? Ouais, bien sûr. Moi, la transmission, c'est toujours un truc qui m'a toujours passionné. En fait, j'ai toujours été marqué par les personnes qui m'ont aidé dans ma carrière, qui m'ont justement transmis des choses, soit à Clairefontaine ou même à la Roma avec Spalletti ou à Strasbourg, où j'ai évolué aussi en centre de formation. Je suis toujours reconnaissant de ce genre de personnes et j'estime que c'est aussi à mon tour de transmettre. J'ai mon grand frère justement qui s'occupe du PSG Academy en Turquie, à Antalya. Il aime transmettre aussi aux jeunes et je pense que c'est aussi lié aussi à notre éducation qu'on a vraiment envie de transmettre. On a toujours été reconnaissant envers ceux qui nous ont aidés dans notre carrière respective. J'ai aussi envie de donner un retour, que ce soit à travers l'association ou sinon en étant coach, éducateur. Je ne sais pas encore ce que je vais faire en fin de carrière. J'ai encore le temps, j'espère que j'ai encore longtemps.
J'ai encore 3 ans de contrat, j'espère bien les remplir. Après, on verra ce qu'on fera. Soit ce sera dans le management ou dans le coaching. On verra bien. Eh bien, merci beaucoup, Ricardo, pour cet échange très agréable. On souhaite bien sûr vous retrouver très vite sur les terrains, puis une bonne continuation de saison sous le maillot, donc Ama Aranto. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. C'est déjà fini pour cet 8e épisode au format spécial consacré à Ricardo Fati. Vous pouvez nous donner votre avis, des idées, des sujets et des invités sur notre site calcioespresso.com et nous contacter directement pour des questions ou des idées de partenariat par mail à contact.calcioespresso@gmail.com. Et nous, on se retrouve très bientôt, Valentina, pour un 9e épisode. D'ici là, vous pouvez écouter le catalogue de Calcio Espresso sur notre site internet et les principales plateformes de podcast comme Acast, Spotify, Deezer, Google Podcast ou encore Apple Podcast. Et vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et désormais le chat sur Telegram. À bientôt, Valentina. À bientôt, Cédric, et au revoir à tous. Ciao, ciao.